Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Vox News, votre rendez-vous quotidien de l'actualité sur Vox Africa. Un attentat suicide au nord-est du Nigeria tue une personne ainsi que les 2 kamikazes. L'attaque a eu lieu mercredi dans le quartier de Kaleri à Maïdougouri. Un homme et une femme au comportement suspect sont repérés alors qu'ils essayent d'entrer dans une mosquée pour la prière de 5h30. Interpellés par des miliciens engagés dans la lutte contre Boko Haram, les 2 individus déclenchent alors leurs explosifs, tuant l'un des membres du comité de vigilance et blessant 2 autres personnes. Malgré la volonté et les efforts du gouvernement nigérian ainsi que de l'armée de vaincre le groupe djihadiste ouest-africain, ce sont plus de 20 000 personnes qui ont déjà perdu la vie depuis le début de l'insurrection de Boko Haram en 2009. La plainte de Nigérians pour une pollution causée par une filiale de Shell ne sera pas instruite en Grande-Bretagne. La Haute Cour britannique a annoncé jeudi matin qu'elle bloquait les poursuites contre le géant pétrolier anglo-néerlandais. 2 recours collectifs avaient été engagés à Londres par plus de 40 000 Nigérians des communautés Ogalé et Bilé et vivant dans le delta du Niger au sud-est du Nigeria. Les plaignants reprochaient à Shell et à sa filiale nigériane SPDC d'être à l'origine de fuites d'oléoducs qui ont détruit leurs terres et pollué leurs étangs. Pour la Haute Cour à Londres, Royal Dutch Shell n'est pas légalement responsable des agissements de sa filiale nigériane, ne peut donc pas faire l'objet de poursuites devant des tribunaux britanniques. La décision de la Cour a diversement été accueillie. Les plaignants ont déjà annoncé qu'ils feront appel. Les décisions concernant les problèmes liés à cette affaire portant sur l'entretien du réseau de pipelines, l'incapacité à nettoyer, y compris les décisions financières qui sont prises ici à Londres et pas à Lagos, voilà le cœur du problème. C'est pour cela que le contentieux doit être réglé ici. Personne ne conteste que Shell a pollué ces communautés de manière très significative. Elles vivent avec des niveaux chroniques de pollution au pétrole dans leur réseau d'eau potable, dans leurs terres agricoles, tous les aspects de leur vie sont affectés. Et Shell l'admet également être responsable du nettoyage de son propre pétrole, mais ils ne l'ont pas fait. Cette décision va rendre les choses beaucoup plus difficiles pour ces communautés dont les vies ont été chamboulées par la pollution au pétrole pour obtenir justice auprès de Shell. Mais elle ouvre aussi un boulevard pour les autres corporations multinationales au Royaume-Uni pour enfreindre les droits de l'homme à l'étranger en toute impunité. Je pense que la Cour a pris une décision de sens commun. Quand vous avez des plaignants nigérians contre une entreprise nigériane dans laquelle le gouvernement nigérian a des intérêts majoritaires, eh bien les problèmes nigérians devraient être réglés au Nigeria. Je pense que c'est bon pour le Nigeria, je me sens fier. Il y a un mythe selon lequel on ne peut pas obtenir justice au Nigeria, et je sais que c'est faux. Il y a un autre mythe comme quoi la justice ne peut être réglée qu'au Royaume-Uni, c'est également faux. Je crois que c'est une opportunité pour nous de traiter les problèmes nigérians au Nigeria. Le président gambien Adama Barrow est rentré à Banjul jeudi après-midi. Une semaine après avoir prêté serment depuis le Sénégal, le retour du nouveau chef de l'État marque la fin de 6 semaines de crise politique. La foule massée à l'aéroport de Banjul a accueilli M. Barrow en liesse, 5 jours après que son prédécesseur, Yahya Jammeh, a finalement quitté le pouvoir. Adama Barrow a voyagé à bord d'un avion militaire sénégalais portant l'emblème de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il était accompagné de ses 2 épouses et de plusieurs de leurs enfants. C'est à la demande de la CEDEAO, qui craignait pour la sécurité d'Adama Barrow tant que M. Jammeh était en place, que le Sénégal a accueilli le nouveau président depuis le 15 janvier. Selon son porte-parole, M. Barrow résidera d'abord chez lui jusqu'à nouvel ordre et non à la présidence. Malgré le départ en exil de Yahya Jammeh, Adama Barrow a demandé la poursuite de l'opération militaire de la CEDEAO pour s'assurer de l'absence de stocks d'armes ou de mercenaires cachés. M. Barrow souhaite prolonger la présence des forces ouest-africaines pendant 6 mois dans le pays. La situation sociale en Côte d'Ivoire était à l'ordre du jour du Conseil des ministres mercredi. En présence du président Alassane Ouattara et de son vice-président Daniel Ka-Blandincan, le gouvernement a notamment traité le sujet de la grève des fonctionnaires en cours depuis le 9 janvier. Le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication Bruno Nabagné-Koné a déclaré que désormais toute absence au poste de travail serait considérée comme illégale, en particulier dans l'éducation. Le gouvernement a une nouvelle fois appelé à la reprise du travail, conformément aux dispositions de la loi de 1992 sur la grève dans le secteur public. Les grévistes, dont le mouvement était censé prendre fin vendredi, demandent des augmentations de salaire, le paiement de certains arriérés de primes et ils protestent également contre une réforme des retraites intervenue en 2012. Concernant les fonctionnaires,
Le gouvernement salue la suspension du mot d'ordre de grève lancé par certaines organisations syndicales et se félicite de la poursuite du dialogue social. En conséquence, le gouvernement considère que les absences au poste de travail, particulièrement dans le secteur de l'éducation, sont désormais illégales. Le gouvernement a fait le maximum d'efforts. Les discussions vont se poursuivre encore, puisque des rencontres sont prévues entre aujourd'hui et demain. Mais le gouvernement pense aujourd'hui que nous sommes à la limite de ce qui aurait pu être fait et demande donc à tous les fonctionnaires qui sont concernés de reprendre incessamment le travail. Les négociations entre le gouvernement ivoirien et les syndicats de travailleurs en grève progressent. Un accord a été trouvé par les deux parties pour mettre en place un comité technique mixte. Sa mission, définir les montants et les fonctionnaires bénéficiaires des bonus indiciaires. Ces discussions qualifiées de la dernière chance se tiennent dans le cadre du Conseil national du dialogue social. La grève touche également le Kenya, celle observée par les professionnels de la santé. Le mouvement paralyse les hôpitaux publics du pays depuis le 5 décembre. Pour en limiter les lourdes conséquences sur la santé des patients, la juge Hélène Wassilva a donné mercredi 5 jours aux médecins et infirmiers pour mettre un terme à leur grève. La décision du tribunal va dans le sens du gouvernement qui considère que le mouvement est illégal car déclenché alors que les négociations salariales étaient déjà en cours. Les quelques 5000 médecins grévistes du secteur public revendiquent principalement une multiplication de leur salaire par 4, tel que défini dans un accord de négociation collective signé en 2013, un accord qui n'a jamais été appliqué. Je suspends à nouveau la peine pour que les médecins n'aillent pas en prison aujourd'hui. Ils ont 5 jours et selon moi, ces 5 jours ne sont pas destinés à la négociation. Il s'agit de mettre un terme à la grève parce qu'il y a là un cas d'outrage. C'est pour mettre fin à la grève. Les négociations devraient être mises de côté. Toujours au Kenya, 2 opposants et activistes sud-soudanais ont été arrêtés. Le premier homme est donc Samuel Luak, un avocat et activiste des droits de l'homme qui a rejoint l'opposition. Les autorités kenyanes l'ont arrêté lundi. Agrey Idri, un autre responsable de l'opposition sud-soudanaise, a quant à lui été interpellé mardi. Leur avocat, maître Eddie Orinda, a déclaré mercredi ne pas savoir où les 2 hommes sont retenus ni pour quel motif. Par ailleurs, ils risquent d'être expulsés vers leur pays d'origine, une situation qui fait craindre à maître Orinda et à des organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme qu'ils ne soient détenus arbitrairement et torturés une fois de retour au Soudan du Sud. En tant qu'avocat de Samuel et Idri, je suis très inquiet de leur disparition, d'autant plus qu'il semble y avoir très peu de préoccupations de la part des autorités afin de les localiser. La dernière fois que quelqu'un a été en contact avec eux, c'était lundi soir, puis mardi au petit matin. 48 heures sont passées sans qu'on nous dise où ils sont détenus, ainsi que les raisons de leur détention. Ils risquent une possible expulsion, selon des sources fiables avec qui on a été en contact, et on appelle le gouvernement à maintenir ses engagements conformément au droit international, surtout le principe de non-refoulement. Il n'est pas possible de considérer cela comme une coïncidence, de perdre contact avec Samuel et puis, 24 heures plus tard, perdre contact avec Idri aussi. Ils ont le droit d'avoir accès à leur avocat, mais ils ne l'ont pas eu. Ils ont le droit de savoir quelles sont les charges, s'il y en a. Et cela n'a pas eu lieu, à ce qu'on sache. Et au moins, ils ont eu le droit à une procédure légale régulière avant qu'une décision sur leur expulsion ne soit prise. Nous faisons appel au gouvernement et nous tenons à l'informer que cela a été dévastateur, surtout pour les familles des 2 disparus. Nous espérons pouvoir leur parler au plus vite pour pouvoir comprendre les raisons derrière leur détention, quelles qu'elles soient. Nous voulons répéter au gouvernement kényan la gravité des risques qu'ils courent s'ils sont expulsés au Soudan du Sud. Ils risquent une détention arbitraire, de mauvais traitements et la torture. Nous le savons grâce à nos recherches profondes et la documentation qui existe sur les pratiques de détention des forces de sécurité sud-soudanaises, dont le service de sécurité nationale et l'armée. Oladélé n'est pas un barbier comme les autres. C'est ici à Pobé, dans l'est du Bénin, qu'il a été diagnostiqué avec la lèpre il y a 10 ans.
Il est maintenant guéri avec pour seule séquelle une main recourbée en griffe. Grâce à une rééducation adaptée et à un patron compréhensif, il manie le rasoir et les ciseaux sans problème. Avant, j'étais agriculteur, mais avec la maladie, je n'avais plus la force de cultiver à cause de mes mains. J'ai donc décidé de faire un apprentissage pour devenir barbier. Vestige du Moyen-Âge, la lèpre n'a pourtant pas disparu du Bénin. 150 à 200 nouveaux cas sont recensés chaque année. La maladie attaque la peau et les nerfs et crée des liaisons irréversibles aux mains, aux pieds et aux yeux. Cela fait plus de 20 ans que Pascal a eu la lèpre, mais il a été diagnostiqué trop tard. Dès qu'il se blesse, il risque une infection grave. Comme il ne sent pas la douleur et c'est un monsieur qui est cultivateur, il doit aller au champ. Donc au champ, quand il se fait piquer par des objets pointus, il ne se sent pas. Donc du coup, la plaie revient encore. Donc on l'a réhospitalisé et puis c'est pour cela qu'on est en train de le traiter. Au-delà des blessures, la stigmatisation. Dans les zones rurales, la lèpre est associée à une malédiction et les malades sont souvent chassés. Blandine accompagne les anciens lépreux pour les aider à se réinsérer et surtout rassurer les familles. Il faut que la famille les réaccepte comme des personnes qui sont réellement guéries. Et il faut faire comprendre aux familles qu'il n'y a plus de risque de contagion après les traitements et tout ça. Et le traitement est pourtant gratuit et prescrit dans les dispensaires du pays. Mais la lèpre reste une maladie de la pauvreté, avec plus de 200 000 nouveaux cas recensés chaque année dans le monde. Oladélé n'est pas un barbier comme les autres. C'est ici, à Pobé, dans l'est du Bénin, qu'il a été diagnostiqué avec la lèpre il y a 10 ans. Il est maintenant guéri avec pour seule séquelle une main recourbée en griffe. Grâce à une rééducation adaptée et à un patron compréhensif, il manie le rasoir et les ciseaux sans problème. Avant, j'étais agriculteur, mais avec la maladie, je n'avais plus la force de cultiver à cause de mes mains. J'ai donc décidé de faire un apprentissage pour devenir barbier. Vestige du Moyen-Âge, la lèpre n'a pourtant pas disparu du Bénin. 150 à 200 nouveaux cas sont recensés chaque année. La maladie attaque la peau et les nerfs et crée des liaisons irréversibles aux mains, aux pieds et aux yeux. Cela fait plus de 20 ans que Pascal a eu la lèpre, mais il a été diagnostiqué trop tard. Dès qu'il se blesse, il risque une infection grave. Comme il ne sent pas la douleur et c'est un monsieur qui est cultivateur, il doit aller au champ. Donc au champ, quand il se fait piquer par des objets pointus, il ne se sent pas. Donc du coup, la plaie revient encore. Donc on l'a réhospitalisé et puis c'est pour cela qu'on est en train de le traiter. Au-delà des blessures, la stigmatisation. Dans les zones rurales, la lèpre est associée à une malédiction et les malades sont souvent chassés. Blandine accompagne les anciens lépreux pour les aider à se réinsérer et surtout rassurer les familles. Il faut que la famille les réaccepte comme des personnes qui sont réellement guéries. Et il faut faire comprendre aux familles qu'il n'y a plus de risque de contagion après les traitements et tout ça. Et le traitement est pourtant gratuit et prescrit dans les dispensaires du pays. Mais la lèpre reste une maladie de la pauvreté, avec plus de 200 000 nouveaux cas recensés chaque année dans le monde. L'Organisation mondiale de la santé changera bientôt de chef. 3 candidats ont été retenus mercredi pour le poste de directeur général de l'OMS. Parmi eux, un Africain, l'Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus. La candidature de l'ancien ministre éthiopien des Affaires étrangères est soutenue par l'Union africaine. L'homme âgé de 51 ans est un ancien ministre de la Santé de son pays, dont il a totalement réformé le système sanitaire entre 2005 et 2012. Diplômé de l'Université de Londres en immunologie et maladies transmissibles, le docteur Tedros est un chercheur réputé sur le paludisme. Il pourrait devenir le premier Africain à diriger l'OMS. Une femme pourrait également succéder à Margaret Chan à la tête de l'organisation, la pakistanaise Sania Nishtar. Cette cardiologue de 53 ans travaille déjà à l'OMS depuis 2014 en tant que coprésidente de la commission pour mettre fin à l'obésité de l'enfant.
Sania Nishtar était aussi ministre de la Santé, de l'Éducation et de la Science et Technologie du Pakistan en 2013. Dernier candidat en lice, le Britannique David Nabarro. Âgé de 67 ans, c'est le candidat du sérail. Il exerce des fonctions de responsabilité au sein des Nations Unies et de l'OMS depuis 1999. Ce diplômé de médecine de l'université d'Oxford a travaillé pendant près de 10 ans auprès du gouvernement britannique en tant que conseiller principal sur les questions de santé. Plus récemment, il a été envoyé spécial de l'ONU pour la lutte contre le virus Ebola. Au nord du continent, mercredi a marqué le dernier jour du congrès de l'UGTT. Le puissant syndicat tunisien s'est réuni à Tunis pour son 23e congrès. À l'ordre du jour, des dossiers d'ordre politique, économique et social. L'UGTT, qui débattait également de la place qu'il occupe dans le paysage politique et social tunisien, devait aussi trouver un successeur à son secrétaire général sortant, Houssine Abbassi, élu en 2011. Un nouveau bureau exécutif devait également être élu. Plus de 500 personnes et plusieurs milliers d'invités ont participé à ce congrès de 4 jours. Le syndicat, qui compte plus d'1 demi-million d'adhérents, a été co-titulaire du prix Nobel de la paix 2015 au sein d'un quartet d'organisations de la société civile. L'apport de l'UGTT dans le dialogue national en 2013 avait été jugé crucial et avait permis de sauver la transition démocratique tunisienne après la révolution de Jasmin en 2011. Parmi les dossiers importants qui ont été évoqués par les congressistes, la plupart sont des dossiers relatifs à la révision du Code du travail comme point important évoqué avec beaucoup d'intérêt parce que le Code du travail n'a pas été amendé depuis un certain temps. Les congressistes ont souligné que l'état du développement actuel en Tunisie reste fragile depuis la révolution jusqu'à ce jour. Le développement n'a pas atteint les régions marginalisées. La pauvreté existe encore. Le chômage existe encore, l'infrastructure reste obsolète. Le Congrès a évoqué le sujet des personnes qui jusqu'à présent ont volé. Les gens ont pillé de l'argent du peuple, qui ont fait des trafics touchant le destin de l'ensemble du pays et qui ont pillé l'argent du peuple une nouvelle fois. Jusqu'à cette date, ils sont encore libres. Ils n'ont pas encore été poursuivis. C'est une grande chose qui est importante et les interventions relatives à cela étaient houleuses. Le niveau de corruption institutionnelle de la Tunisie est pointé du doigt. Pour l'organisation non gouvernementale iWatch, il y a un manque de transparence chez les députés du pays. Moins d'1 parlementaire sur 10 a effectivement déclaré son patrimoine, comme l'exige pourtant la Constitution de 2014, 18 des 217 députés de l'Assemblée nationale. Un constat présenté mercredi lors de la lecture par l'ONG du rapport 2016 sur la perception de la corruption dans le monde est basé sur un rapport de la Cour des comptes. Une note positive tout de même, comme le chef du gouvernement Youssef Chahed s'y était engagé depuis son intronisation en septembre, tous les ministres actuels ont en revanche bien déclaré leur patrimoine. Pour iWatch, dans ce pays qui passe de la 76e à la 75e place dans le nouvel indice de perception de la corruption, le maillon faible reste le pouvoir judiciaire. Depuis la révolution de 2011, plus de 1000 dossiers sensibles sont restés sans suite. La lutte contre la corruption est un dossier prioritaire pour le gouvernement d'union de Youssef Chahed, entré en fonction mi-2016. Sur la corniche de Rabat au Maroc, ce marché aux mobylettes ressemble plutôt à un antiquaire. Ici, on trouve encore de vieilles légendes, comme l'increvable Peugeot 103. Des années 80 aux années 2000, il n'y avait que la Peugeot qui marchait au Maroc. Pas besoin de permis pour enfourcher la bête, qui circule sur toutes les routes du royaume. Mais Peugeot a arrêté la production de la 103 au Maroc en 2014. Aujourd'hui, il ne reste donc que les anciens modèles ou des copies turques réputées pour leur mauvaise qualité. Tout le monde sait qu'il faut acheter du neuf. Pourquoi acheter à 200 € et dépenser 100 € de réparation ? Il vaut mieux acheter neuf à 400 € et être tranquille. Même les bons mécaniciens n'existent plus. Dans les rues et les magasins de motos, les scooters fabriqués en Chine ont désormais remplacé les mobylettes. Leur look moderne et leur prix abordable ont conquis les jeunes de la capitale. Aujourd'hui, il n'y a plus de Peugeot française. On n'a que des produits chinois, 4 temps et à vitesse. C'est ce qui marche aujourd'hui. Ils sont plus modernes et plus solides que les nouvelles Peugeot qui viennent de Turquie. Les vieux passionnés de la 103 ne risquent pourtant pas d'oublier leur mob et son ronronnement métallique familier.
Attention, ces images peuvent choquer les personnes les plus sensibles. En Italie, la ville de Venise ne symbolise plus seulement le romantisme. La cité des Doges arbore maintenant aussi le masque de l'indifférence. Dimanche, un Gambien de 21 ans s'est jeté dans le Grand Canal. Certes, 4 bouées lui ont été lancées après un long moment, ce qui a soutenu la thèse du suicide. Il n'en reste pas moins que la noyade du jeune migrant a été immortalisée en vidéo par de nombreuses personnes. Plusieurs centaines de locaux et de touristes ont assisté au décès du jeune homme sans qu'aucun appel à des secours ne soit effectué. Pire, des insultes racistes ont été lancées à l'attention du Gambien, comme « continue, rentre chez toi » ou encore « laissez-le mourir à ce stade ». Le corps sans vie du Gambien a été sorti de l'eau 1 heure plus tard. Un mot de football à présent avec notre suivi de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 au Gabon. Ce week-end se jouent les quarts de finale de la compétition panafricaine. Samedi à 16h GMT, le Burkina Faso rencontre la Tunisie à Libreville. 3 heures plus tard, le Sénégal, l'un des favoris de cette compétition, affrontera les Lions indomptables camerounais à Franceville. Le lendemain, dimanche, les remarqués Léopards de la République démocratique du Congo joueront à Oyem contre les Black Stars du Ghana. Un Ghana qui pourrait jouer sans son attaquant et capitaine Asamoah Gyan. À 19h GMT, ce sera un duel de l'Afrique du Nord qui se tiendra sur la pelouse du stade de Port-Gentil. L'Égypte rencontrera le Maroc. Les pronostics des différentes équipes. Un duel de fauves. Lions de la Teranga contre Lions indomptables. Le Sénégal, premier d'un groupe relevé avec sa star Sadio Mané, affronte le Cameroun, deuxième de sa poule avec 1 victoire en 3 matchs. Pour ce remake de la finale 2002, gagné par les Camerounais au tir au but, le Sénégal rejette le statut de favori que tout le monde lui attribue. Le Cameroun ne peut être que favori. Nous sommes le Sénégal, on n'a pas encore gagné de Coupe d'Afrique. Le Cameroun en a combien? Alors, donc vous voyez que les favoris, ça doit être le Cameroun. Donc ils ont de très grands joueurs, ils ont un bon entraîneur expérimenté. Donc moi je suis jeune entraîneur. Donc pour moi c'est eux les favoris. La Tunisie, pour son 6e quart de finale sur les 8 dernières éditions, devra se défaire du Burkina Faso. Les étalons, étonnant premiers de leur groupe, ne se fixent pas de limite. Notre objectif c'est pas les quarts de finale. Nous notre objectif c'est la finale. Une finale dont rêve l'Égypte, septuple vainqueur du trophée, mais absente des 3 dernières CAN. Pour leur grand retour, les Pharaons seront opposés en quart de finale au Maroc d'Hervé Renard. Ils comptent sur le soutien de tout un peuple. Nous allons tout faire pour gagner, en sachant que ce n'est pas facile et que nos adversaires sont forts. Mais nous avons les mêmes attentes et le même état d'esprit que notre peuple. Pour atteindre les demi-finales, le Ghana, qui court après le titre depuis 1982, fera face à l'obstacle de la République démocratique du Congo. Les Congolais, 3e de la CAN 2015 et impressionnants en phase de groupe. Les 4 pays qualifiés pour le dernier carré seront connus dimanche soir. C'est une bonne stratégie naturellement de dire que l'autre équipe est le favori. Je pense qu'eux savent très bien qu'avec le premier tour qu'ils ont fait, que ce sont eux qui sont le favori. C'est une très bonne équipe, c'est une équipe expérimentée. Nous sommes une équipe jeune. Mais ça ne veut rien dire, ça c'est vrai, mais être favori, nous, non, pas du tout. D'autres joueurs, je pense, qui sont dans la sélection, qui n'ont jamais joué un CAN. Donc ça veut dire qu'on n'a pas l'expérience avec des tournois pareils. Mais de l'autre côté, mon équipe s'est bien comportée le premier tour. Un tour très difficile. Et tous les matchs en premier tour sont difficiles. On voit maintenant déjà les grands pays qui sont de retour à la maison. Donc nous sommes encore là. Donc ça veut dire que c'est très difficile de passer en quart de finale. Donc on est très content. Et on a pris confiance aussi en faisant ça. Donc maintenant, samedi, on verra qu'est-ce que ça va nous donner. On était dans une position plus favorable que Zimbabwe, c'est-à-dire qu'on pouvait jouer pour les matchs nuls. Mais non, je pense qu'on a créé un état d'esprit pour gagner. Et puis ça se confirme, les joueurs ils ont bien rentré dans les matchs, ils ont fait la différence. On est en quart de finale où on joue les matchs de qualification avec un match. On ne peut plus calculer, on ne peut plus par exemple dire on va faire un match pour peut-être match nul ou pas. Non.
Mercredi, le premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017 s'est achevé avec les derniers matchs. À Port-Gentil, l'Égypte a assuré sa qualification en battant le Ghana 1-0 grâce à un coup franc de Mohamed Salah. Les Black Stars perdent la première place du groupe, mais ils étaient déjà qualifiés avant le coup d'envoi. Dans l'autre match du groupe, à Oyem, la petite chance de qualification du Mali s'est malheureusement envolée. Sur une pelouse détrempée, les Aigles n'ont pu faire que match nul avec l'Ouganda. L'Ouganda a marqué en premier par Mia, avant que le jeune Malien Bissouma n'égalise sur coup franc. Les deux équipes sortent donc de la Coupe d'Afrique 2017. Les 20-25 dernières minutes furent les plus difficiles. Le Ghana pressait beaucoup avec le ballon, parfois avec 4 attaquants dans notre surface, et ça nous empêchait de contre-attaquer. C'était le genre de rencontre où une erreur peut décider du match, et nous avons fait une erreur, et de leur côté un fantastique coup franc, et ça fait 1-0. Après ça, nous avons dominé, bien mieux joué en seconde période, mais nous n'avons pas marqué. C'est le sport. Cela ne paraît pas très bon, mais Giant est très solide, et maintenant il faut attendre et voir. Il va passer des examens, et ensuite nous en saurons plus. L'entraîneur a sa part de responsabilité dans tous les résultats, que ce soit des résultats négatifs ou positifs. Donc je m'englobe aujourd'hui évidemment dans les résultats qui ont été accomplis. Quant à la fin de votre question, ce n'est pas, en ce qui me concerne, dans l'ordre du jour. Le Mali est une grande équipe, entraînée par ce coach. Et nous avons donné tout ce que nous pouvions. Et ce, dans des conditions très difficiles à cause de la surface de jeu, qui était davantage faite pour du water polo plutôt que pour du football. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un nouveau journal Vox News. Bonne suite de programme sur Vox Africa.